Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères pour la suite du cours de boiterie chez l'enfant, toujours dans le module d'orthopédie. La fois passée, on avait vu les affections qui ont subi le patient dans l'âge de 2 ans. Cette fois-là, c'est la partie la plus importante. C'est les affections, bien les causes, les étiologies de 3 à 8 ans qui sont représentées essentiellement par, premièrement, la synovite aiguë transitoire ou bien le rhume de hanche. Et deuxièmement, c'est une notion importante à retenir, la maladie de LPC, maladie de Legg-Pert et Calvé. Ça, ce sont les deux affections qui sont cause la plus fréquente d'une boiterie chez l'enfant dans l'âge de 2 à 3 ans. Tous les supports de tous les cours sont disponibles dans la description. Je vous invite toujours à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Je demande de votre part le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Ça, c'est le but de ces séries de vidéos. Donc, d'autres causes sont aussi représentées là à cet âge de 3 à 8 ans. C'est la maladie de Sever, maladie de Scott, Schlatter et dernièrement les monoarthrites inflammatoires et rarement des tumeurs osseuses ou bien des parties molles. Mais les deux causes les plus essentiellement qui sont responsables de cette boiterie chez l'enfant dans l'âge de 3 à 8 ans, faites attention, l'âge c'est très important pour le diagnostic étiologique, c'est la synovite, le rhume de hanche et la LPC, maladie de Legg-Pert-Calvé. Donc commençons premièrement par la synovite aiguë transitoire, où elle est appelée aussi le rhume de hanche. Donc, c'est un épanchement, c'est une synovite, mais faites attention, c'est très important, elle est aseptique. C'est pour cela qu'on l'appelle rhume de hanche. Donc, c'est un épanchement intra-articulaire qui est inflammatoire, mais l'origine là, c'est pas septique. L'origine reste mal connue. C'est une réaction immunologique à un agent infectieux qui est généralement évoqué, mais elle est aseptique. Donc, une réaction immunitaire à un agent infectieux a causé un épanchement qui est intra-articulaire inflammatoire, mais il est, notez ça bien, faites attention, elle est aseptique. La synovite transitoire de hanche est parfois contemporaire ou bien succède un épisode d'infection ORL qui est bénigne. Mais malheureusement, l'origine elle est mal connue. L'origine, c'est une réaction immunologique fort probablement à un agent infectieux et cet épanchement-là intra-articulaire, il est aseptique. Donc, comme clinique, bien sûr, c'est la douleur de hanche, une impotence fonctionnelle limitant la mobilité de hanche, mais faites attention, l'enfant il est apéritique et en bon état général. Donc tout ce qui est rouge, c'est important, tout ce qui est rouge, c'est à retenir. Tout ce qui est rouge sont des questions fréquentes d'examen. Tous les points forts, vous devez les retenir. Donc dans le rhume de hanche, l'enfant il est apéritique. Il a un bon état général. Faites attention au cas clinique. Tout ça, ce sont des notions d'orientation. Il n'y a pas de signe biologique d'inflammation, c'est-à-dire la CRP et la vitesse de sédimentation. La radiographie du bassin, elle est normale. L'échographie de hanche montre un épanchement articulaire, mais je répète, qui est aseptique. Ça, c'est parmi les majeures causes d'une boiterie chez l'enfant dans l'âge de 3 à 8 ans. Donc, c'est le rhume de hanche, c'est une affection apéritique, un épanchement aseptique avec un bon état général. L'échographie va démontrer cet épanchement articulaire. Donc, le traitement, c'est facile. C'est le repos strict pendant 5 jours. Les antalgiques pour la douleur. C'est du paracétamol ou des INS, des anti-inflammatoires non stéroïdiens. L'évolution, généralement, elle est bénigne. Elle est caractérisée par la disparition des phénomènes douloureux au moins d'une semaine. Donc, dans la majorité des cas, c'est une affection bénigne, c'est une réaction immunitaire septique, juste un traitement antalgique symptomatique pour la douleur. Généralement, la règle, c'est la disparition de ces phénomènes douloureux en moins d'une semaine.
la mise au repos. Si la mise au repos à domicile est insuffisante ou impossible, là c'est un critère d'hospitalisation. Faites attention, tout patient subi d'un rhume de hanche, si la mise au repos à domicile elle est insuffisante, c'est votre rôle d'hospitaliser. Faites attention à tous ces points forts-là. Et si vous devez surveiller la température, bien sûr, une élévation de la température, vous devez évoquer directement une arthrite septique. Donc, ce qui caractérise le rhume de hanche, c'est qu'il est aseptique. Le penchement articulaire, là, il est d'origine inflammatoire, d'origine immunitaire. Il n'y a pas de cause septique, mais l'élévation de la température, là, vous devez évoquer une arthrite septique. Là, le traitement et la prise en charge va être différent. Donc, faites attention au rhume de hanche. Deuxièmement, la deuxième cause, ça, la cause la plus importante, c'est l'ostéochondrite primitive de hanche, ou bien comme elle est décrite par les trois chirurgiens orthopédiques, maladie de Legg, et Calvé. Ce sont trois chirurgiens qui ont décrit cette maladie en 1910. Donc, c'est une ischémie. C'est quoi cette maladie-là? C'est une ischémie transitoire qui va provoquer une nécrose, malheureusement, de toute la partie de l'épiphyse fémorale. Donc, malheureusement, c'est une nécrose transitoire. Elle est suivie par un processus de réparation qui est lent. Le tissu osseux nécrosé, il va être remplacé par une matrice cartilagineuse qui s'ossifie progressivement. Donc, cette maladie-là, processus de réparation, il est lent. La cause ou l'étiologie de cette maladie décrite en 1910, c'est d'origine vasculaire, ischémie transitoire. La nécrose là, malheureusement, de toute la partie épiphyse, de l'épiphyse fémorale, le processus de réparation va être lent. Et malheureusement, durant cette période, la tête fémorale, elle va être fragile, susceptible à se déformer de façon qui est définitive, malheureusement. Donc, l'ischémie là, ça, elle va provoquer la nécrose. Le processus de réparation sont lents et durant cette période-là, ça, ce qui va causer le problème, c'est la fragilité et la déformation de la tête fémorale qui va être définitive et ça va causer une boiterie. Et nous allons voir que parfois le pronostic est mauvais concernant le pronostic fonctionnel de ces enfants-là. Donc, comme définition, la LPC, maladie de Legg-Calvé, c'est parmi les causes majeures, on notait ça bien, de boiterie chez un enfant âgé de 3 à 8 ans. C'est une ischémie transitoire provoquée par une nécrose de la tête fémorale ou bien d'une partie ou toute la partie de l'épiphyse fémorale. La réparation, elle est lente. Ce tissu, il va être remplacé par une matrice cartilagineuse. Mais malheureusement, ce qui est le malin là, c'est la déformation de la tête fémorale qui va être fragile pendant ce processus-là. Cette déformation-là peut devenir définitive, une boiterie définitive. Donc, deuxième cause, la maladie de Legg-Calvé, la LPC. L'âge moyen de survenir est de 7 ans, 75% des cas entre 4 à 8 ans, avec des extrémités entre 2 et 2 ans. Donc, quelques chiffres. L'incidence, c'est un cas pour 1000 à 3000 enfants avec une prédominance qui est masculine nette. Donc, sexe ratio de 3 à 5 hommes pour une fille. Donc, prédominance, elle est masculine. Notez ça bien. On peut évoquer ça au microtraumatisme, comme nous allons voir dans la physiopathologie. Les atteintes, ils sont unilatérales dans la majorité des cas, entre 85 et 90% des cas. Et en cas de bilatéralité, il faut suspecter une dysplasie épiphysaire. Donc faites attention, prédominance, elle est masculine. En cas de bilatéralité, il faut suspecter une dysplasie épiphysaire. Et l'âge moyen, c'est entre 4 à 8 ans. Et à chaque fois qu'on avance dans l'âge, malheureusement, le pronostic va être défavorable. Donc ça, c'était quelques chiffres concernant la maladie de Legg-Calvé. Concernant la physiopathologie, malheureusement, elle est mal connue jusqu'à maintenant. On évoque les pathogénies vasculaires
qui est la piste la plus fréquente évoquée là. Donc la pathologie vasculaire, c'est la probabilité qui est plus souvent évoquée comme étiologie, comme physiopathologie de la maladie de LPC. Et il existe des variations anatomiques. On a une forme hypodéveloppée du réseau artériel ou bien périarticulaire. Parfois, ce sont des microtraumatismes qui pouvaient expliquer la survenue la plus fréquente de cette maladie chez le garçon. Mais toujours la cause, c'est une pathologie vasculaire. Parfois, ce sont des anomalies de coagulation. On peut incriminer le protéine C, protéine S, les facteurs de coagulation, surtout le facteur 5. Mais la physiopathologie reste mal connue. L'hypothèse là, c'est une pathogénie vasculaire qui a causé cette nécrose. Sur le plan anatomopathologique, la maladie de LPC subit de trois phases. Une phase de nécrose, une phase de revascularisation et la dernière phase de remodelage, comme on avait dit dans les plaques précédentes. Donc trois phases. Phase de nécrose, l'étiologie elle est le plus souvent vasculaire. Phase de revascularisation qui est très longue, va être subie d'une ossification. C'est la phase de remodelage et malheureusement, il existe des complications qui sont souvent répandues dans ces phases-là. Les signes cliniques, bien sûr, c'est une impotence fonctionnelle qui est douloureuse de la hanche, une limitation des amplitudes articulaires de la hanche. La biologie, elle est normale. Il n'y a pas de cause inflammatoire là, non de cause immunologique. Les signes radiographiques, malheureusement, ils sont retardés par rapport à la clinique. Une radiographie du bassin normal au début ne doit pas faire écarter le diagnostic. Donc, c'est une pathologie insidieuse. Les pathologies vasculaires prennent du temps. Il existe une discordance ou bien un retard entre les signes radiographiques et de la clinique. Faites attention, une radiographie normale du bassin ne va pas systématiquement éliminer une maladie de LPC, surtout en l'âge de 3 à 8 ans. Donc, il existe quatre phases radiologiques. Premièrement, la phase de condensation. Là, c'est la nécrose. Donc, c'est là les phases radiologiques, c'est là où les pathologies vont apparaître dans la radiographie. Donc, comme première phase, c'est la phase de condensation, c'est la nécrose. Comme deuxième phase, c'est la phase de fragmentation ou bien la revascularisation. Une phase de reconstruction, c'est la réossification, la substitution du tissu nécrosé par de matrices cartilagineuses qui va subir d'une ossification. Et malheureusement, dans cette phase-là, on peut noter une quatrième phase si l'évolution elle n'est pas favorable. C'est pas dans tous les cas qu'on a une récupération totale ou bien fonctionnelle. On va avoir des séquelles comme nous allons aborder dans les prochains plaques. Donc, quatre phases radiologiques, condensation, fragmentation ou revascularisation, une reconstruction et quatrième phase de séquelles qui sont souvent retrouvées dans cette maladie-là. Commençons premièrement par la phase de condensation ou bien la phase de nécrose. Donc, elle subit entre 3 à 6 mois. Donc, survient de 3 à 6 mois. Le premier signe est un liseré qui est radiotransparent sous-chondral comme un coup d'angle qui est illustré là. Vous voyez un liseré qui est en forme de coup d'angle. Il est là. Donc, ce liseré là, il est radiotransparent, il est sous-chondral, sous forme d'un coup d'angle. Après ce premier signe apparaît la condensation de la tête qui traduit la nécrose osseuse. Donc là, c'est la condensation de la tête. Vous voyez ça, c'est la liseré. Et la tête, elle est en train de se condenser. Donc là, cette condensation-là va témoigner de quoi? D'une nécrose osseuse. Donc ça, c'est la première phase de 3 à 6 mois du développement de cette maladie de LPC. Donc, premièrement, condensation, nécrose, le liseré sous-chondral comme d'un aspect d'un coup d'angle.
Deuxièmement, dans la phase de fragmentation, c'est une revascularisation. Comme on avait dit, c'est long. L'évolution, elle évolue sur presque une année. Donc faites attention, une durée qui est longue de 12 mois, une année. C'est une modification métaphysaire, une ostéolyse de la partie externe du col. Ça, on l'appelle le signe de Gage, qui est illustré là. Vous voyez là, c'est un ostéolyse au niveau de la face ou bien la partie externe du col. Ça, c'est le signe de Gage. Et avec une excentration de la tête. Donc, dans la phase de fragmentation ou de revascularisation, elle évolue dans une année avec des modifications métaphysaires. On note le signe de Gage qui est une ostéolyse de partie externe du col avec excentration de la tête. Donc vous voyez la différence entre la première phase de nécrose où on a vu l'aspect sous-chondral avec un coup d'angle. Là, c'est une revascularisation, ça c'est plus long que la première phase, une année avec un signe de Gage et une modification métaphysaire. Ça, c'est la phase de fragmentation chez un enfant qui a 4 ans et vous voyez malheureusement. Donc, elle est réalisée au début de la maladie. Vous voyez là, c'est la fragmentation. Ça, c'est le signe de Gage qui est illustré là. Donc, elle est réalisée après un délai d'un an de la maladie. Donc, vous voyez que le retard des signes radiologiques par rapport à la clinique. Donc, ça, c'est la phase de fragmentation quand vous voyez dans la radio. Troisièmement, la phase de reconstruction. Elle dure plus longtemps que les précédentes. C'est de 2 ans. Donc, elle est suivie d'un remodelage jusqu'à la fin de la croissance. Donc, ça, c'est le remplacement de la matrice, comme on avait dit, de la partie lésée par une cartilage qui va subir d'une ossification. Donc, c'est la plus longue de ces phases-là. C'est la phase de reconstruction, c'est un remodelage jusqu'à la fin de la croissance. Et dernièrement, la phase des séquelles, donc qui est vue malheureusement dans plusieurs cas. L'évolution, elle est défavorable. On va avoir d'une coxarthrite qui est précoce malheureusement. Et ça va donner une batterie qui est définitive. Donc là, vous voyez, c'est une coxarthrite qui est illustrée dans la radio. C'est les séquelles de la maladie de LPC. Gardez en tête la coxarthrose précoce. Donc, c'est une coxarthrose plutôt, c'est pas coxarthrite. Une coxarthrose qui est précoce. Malheureusement, c'est une séquelle fréquemment répandue dans la maladie de LPC. Donc, comme deuxième étiologie de boiterie chez un enfant de 3 à 8 ans après le rhume de hanche, c'est la maladie de LPC qui va donner la séquelle, c'est la coxarthrose précoce et elle est la cause de cette boiterie-là. Comme autre information, notez bien, ça c'est de la scintigraphie. Dans le stade précoce, comme on peut dire un dépistage avant les modifications radiologiques, une scintigraphie osseuse va montrer une hypofixation au niveau fémoral épiphysaire. Hypofixation veut dire hypovascularisation de ces parties-là. Donc ça sert comme on peut dire un dépistage ou bien un examen au stade très précoce de la maladie avant que les signes radiologiques s'installent. On va noter les signes là dans la scintigraphie. C'est une hypofixation émanant d'un trouble vasculaire, une pathologie vasculaire au niveau de l'épiphyse fémorale. L'IRM, à un stade précoce, elle permet d'apprécier l'étendue de la nécrose. Donc l'IRM, c'est un examen très sensible, toujours un examen de haute qualité. Il a un avantage par rapport à la radiologie. Il peut apprécier l'étendue de la nécrose, surtout en stade précoce. Plus tard, l'IRM peut aider à poser l'indication chirurgicale en appréciant la forme du noyau épiphysaire et la congruence articulaire. Donc, l'IRM peut servir à un examen de dépistage ou bien d'appréciation de l'étendue de nécrose et un examen d'évaluation et d'indication chirurgicale
Si la nécrose elle a un étendu qui est très large. Comme vous voyez là, ça c'est l'étendue des atteintes au niveau de l'épiphyse fémorale droit. Donc si cette atteinte-là, elle augmente de façon remarquable, ça c'est le recours à la chirurgie comme nous allons voir dans le traitement. Donc notez bien, la scintigraphie osseuse et l'IRM sont des examens, d'autres examens, à part de la radiologie qui nous permet d'un dépistage, plutôt d'une évaluation meilleure par rapport à la radiologie et sert comme indicateur au traitement chirurgical. Malheureusement, le pronostic est en fonction de plusieurs éléments. Les deux éléments les plus importants, c'est l'âge de l'enfant. On a un pronostic qui est bon avant l'âge de 5 ans, un pronostic qui est moyen si la survenue est entre 5 à 8 ans, et malheureusement, c'est très mauvais après l'âge de 8 ans. À chaque fois qu'on avance dans l'âge de l'évolution de la maladie, malheureusement, le pronostic va être défavorable. Ça, premièrement, c'est l'âge de l'enfant. Deuxièmement, comme critère pronostic là, c'est l'étendue de la nécrose de l'épiphyse fémorale. Bien sûr, lorsque la nécrose respecte le tiers latéral de l'épiphyse. Donc ça, vous devez retenir. Si la nécrose respecte le tiers latéral de l'épiphyse, le pronostic, il est bon. En revanche, un effondrement de ce dernier, celui-ci, c'est le tiers latéral, je répète, c'est un signe d'une forme de mauvais pronostic. Donc, premièrement, l'âge de l'enfant, ça sert à un facteur de pronostic. À chaque fois qu'on avance dans l'âge, le pronostic va être défavorisé. Et le respect, deuxièmement, l'étendue de la nécrose, si elle respecte le tiers latéral de l'épiphyse, c'est du bon pronostic. Sinon, malheureusement, c'est un mauvais pronostic. Notez ça bien, ce sont des points forts. La prise en charge, maintenant comme traitement, la prise en charge thérapeutique est variable en fonction des écoles. Le but de traitement consiste à protéger la tête fémorale durant toute sa période de fragilité. C'est là où on va noter les déformations. Donc, on avait dit, première phase, c'était de 6 mois. Deuxième, c'est 1 an. Troisième, c'était de 2 ans. Donc, la période de fragilité est située entre 18 et 24 mois. C'est là où la fragilité de la tête fémorale, elle est au maximum. C'est là où on doit intervenir. Les moyens sont multiples, sont orthopédiques ou chirurgicaux, et on avait dit que ça diffère de plusieurs écoles. Donc, c'est protéger la tête fémorale dans la période de fragilité, entre 18 et 24 mois. On a deux moyens orthopédiques et chirurgicaux. Donc, comme des techniques orthopédiques non opératoires, on a la décharge simple ou bien la traction au lit, mais malheureusement, elle est difficile. L'hospitalisation, là, elle est longue dans un centre qui est spécialisé. Donc, premièrement, c'est la décharge simple, la traction au lit. Deuxièmement, le déplacement en fauteuil roulant, avec l'aide de deux cannes anglaises associées à une mise en abduction visant de recentrer la hanche avec une attelle d'1 an. Donc, premièrement, c'est la décharge simple, c'est la traction au lit, mais elle est difficile avec une hospitalisation longue. Deuxièmement, un déplacement sur un fauteuil roulant avec deux cannes anglaises associées à une attelle d'1 an qui est illustré là. Ça, c'est de l'attelle où l'enfant va prendre, ou bien l'enfant va l'utiliser en abduction pour limiter les dégâts concernant la tête fémorale. Cette attelle, elle est portée par le patient durant 1 an. Donc, soit d'une traction au lit, mais malheureusement, on a l'hospitalisation qui est longue, ou bien sur un fauteuil roulant par cette attelle-là, portée par le patient durant 1 an. Le but là, c'est
d'éviter ou bien de protéger la tête fémorale dans sa phase de fragilisation. J'espère que c'est clair. Deuxièmement, le traitement chirurgical. Donc là, la chirurgie pelvienne peut être de réorientation, de réorientation acétabulaire, type ostéotomie, inominée ou d'agrandissement de type Chiari. Donc cette chirurgie fémorale-là est de variation proximale modérée, maintenue par une ostéosynthèse, le recentrage de la hanche. Donc dans la chirurgie-là, on va faire du recentrage de la hanche par des techniques de type de Chiari, une ostéotomie inominée ou d'agrandissement et l'ostéosynthèse pour un but, c'est le recentrage de la hanche. Et vous voyez là, ça c'est de l'intervention chirurgicale, ça c'est de l'ostéosynthèse afin du but de recentrage de la tête et d'éviter les lésions ou bien les déformations qui sont souvent retrouvées dans les phases de remodelage. Donc, c'est la phase de fragilisation, comme nous avons dit dans la définition de la maladie de LPC, maladie de Legg-Perthes-Calvé. C'est le but du traitement de protéger la tête fémorale ou bien l'épiphyse fémorale dans sa phase de fragilisation, soit comme indiqué là par des méthodes chirurgicales, ça c'est de l'ostéosynthèse comme vous voyez, ou bien par des méthodes orthopédiques, par des attelles. Donc ça c'était tout pour la deuxième cause de boiterie chez l'enfant de 3 à 8 ans, la maladie de Legg-Perthes-Calvé. J'espère que vous avez retenu tous les points forts concernant cette maladie-là, surtout les deux premières causes, le rhume de hanche et deuxièmement là, c'est la maladie de Legg-Perthes-Calvé. C'était les deux majeures causes d'étiologie de boiterie chez l'enfant. Il nous reste les apophysites de croissance. Ça, c'est la maladie de Sever et la maladie d'Osgood-Schlatter. Donc, dans la maladie de Sever, c'est une apophysite postérieure du talon. C'est une inflammation du talon. Elle est décrite par Sever en 1912. Elle touche les enfants âgés de 9 à 11 ans. Donc, la maladie de Sever, c'est quoi? C'est une apophysite du talon. Et ça, c'est la maladie de Sever à droite dans l'illustration. Deuxièmement, la maladie d'Osgood-Schlatter, c'est une insertion tibiale du tendon patellaire. Donc, rien n'est difficile là. Maladie de Sever, ça c'est une apophysite, c'est une inflammation là du talon. Vous voyez, elle est illustrée là dans la radio. Ça va donner une boiterie bien sûr. Et là, c'est une malformation. Maladie d'Osgood-Schlatter, c'est une insertion fibulaire, plutôt une insertion tibiale du tendon patellaire. Donc, le tendon patellaire, au lieu d'insérer au niveau de patella, il va s'insérer, comme vous voyez là, au niveau tibial, et ça va donner une cause de boiterie. Donc ça, ce sont des inflammations, ce sont des apophysites de croissance. C'est la maladie de Sever, la maladie d'Osgood-Schlatter. Vous devez retenir ces deux notions-là. Maladie de Sever, c'est une apophysite du talon. Maladie d'Osgood-Schlatter, c'est l'insertion tibiale du tendon patellaire. Dernière plaque dans cette partie-là. Dernière étiologie, c'est les monoarthrites inflammatoires. Et parfois, ce sont des tumeurs osseuses ou des parties molles. Mais ce que vous devez retenir, j'insiste sur les deux premières pathologies, c'est le rhume de hanche et la maladie de LPC, de Legg-Perthes-Calvé. Donc ça, c'était tous les points forts concernant cette partie-là. J'espère que la vidéo était bénéfique. Je vous rencontrerai prochainement dans la suite de ce cours. Je vous invite toujours à abonner pour recevoir les prochaines vidéos durant toute l'année. Je vous demande le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants. Je vous remercie pour votre attention et bon courage.